Voilà encore des années de procédure et cette question toujours ouverte par cette enquête inédite. Les fabricants d'armes peuvent-ils être tenus pour responsables d'éventuels crimes ou bavures commis avec le matériel qu'ils ont vendu? La France, on l'a entendu, est le 3e exportateur d'armes au monde. Qu'est-ce que ce secteur représente pour notre économie? Et puis dans ce monde de plus en plus incertain, notre pays va-t-il conserver ce levier d'influence et de puissance au prix de quels éventuels compromis avec les principes d'un état de droit? Ce sont quelques-unes des nombreuses questions avec lesquelles nous laisse ce film Made in France au service de la guerre d'Alice Audio et Sophie Nivelle-Cardinal. Et pour approfondir à présent, j'accueille sur ce plateau Jean-Dominique Merchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions de défense. À vos côtés, Aymeric Helluin. Bonjour. Bonjour. Chargé de plaidoyer sur la question des armes chez Amnesty International France. Nous sommes également avec Guillaume Gontard. Bonjour. Vous êtes sénateur écologiste de l'Isère, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées ici au Sénat. Et puis Hervé Grandjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du ministère des Armées. Alors, ce film, on l'a vu, s'inscrit dans un contexte, celui du conflit israélo-palestinien, mais il pose des questions plus larges. Un mot d'abord peut-être sur ce regard qui est engagé dans ce film. Aymeric Helluin, est-ce que c'est une bonne manière de poser ce débat sur la responsabilité des fabricants d'armes ? Alors, il y a différentes façons de rentrer sur le dossier. Dans tous les cas, ce qui s'est passé concernant l'affaire Chouebar est assez unique. C'est la première fois qu'on voit des composants français retrouvés sur une scène de possibles crimes de guerre. Et en cela, cela ouvre du coup un nouveau champ, un nouveau chapitre de réflexion sur la responsabilité des industriels. C'est un point de départ, c'est inédit, ce n'est jamais arrivé. C'est la première fois qu'il y a une instruction en France et donc la plainte a été acceptée, elle a été reconnue comme recevable. L'instruction est en cours au TGI. Maintenant, la justice enquête. Voilà. Exactement. Mais sur le principe, Jean-Dominique Merchet, cette démarche des avocats, des victimes, pour établir la responsabilité d'un fabricant français sur un théâtre de guerre qui est en dehors du territoire français, vous trouvez cette démarche pertinente ? Écoutez, en tout cas, ça témoigne d'une nouvelle sensibilité sur cette question des exportations d'armement. Pendant très longtemps, en France, ça faisait d'un certain consensus. Il y avait évidemment quelques organisations, dont Amnesty, qui dénonçaient toujours ça, mais globalement, il y avait peu de contestations, peu de débats. On ne se posait pas vraiment la question. Depuis quelques années, et notamment ce qui a été, je pense, le facteur déclenchant, ça a été la guerre que mènent les Saoudiens et les Émiratis au Yémen. Et ça a été un moment où l'opinion a commencé assez modestement en France par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens notamment. Dans d'autres pays européens, on se pose vraiment cette question. Oui, c'est souvent en Allemagne par exemple, en Italie aussi, mais en Allemagne très fortement. Et en France, quand même, on sent que quelque chose a bougé autour de cette question des ventes d'armes récemment. Et sur la question des fabricants d'armes, alors il faut rappeler d'entrée, je crois, aux téléspectateurs qu'en France, un fabricant d'armes, un industriel qui fabrique des armes, n'a pas le droit de les exporter, sauf à obtenir une autorisation spécifique délivrée par le gouvernement. Donc, c'est un commerce extrêmement régulé. Ce n'est pas un commerce libre, c'est même le contraire d'un commerce libre, c'est un commerce interdit qui fait l'objet d'autorisation de la part du gouvernement. Donc, c'est à chaque fois une audition politique. Donc, on ne peut pas faire porter la responsabilité à l'industriel. L'industriel, il obéit à la loi. Alors, je me tourne vers Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère. Voilà, c'est même question, cette question de la responsabilité des fabricants d'armes, on l'entendait, elle est nouvelle. Est-ce que, Jean-Dominique Merchet soulignait à l'instant la responsabilité des politiques, est-ce qu'on ne se trompe pas de cible en allant demander des comptes aux fabricants alors que c'est peut-être aux politiques qu'il faudrait les demander ? D'abord, sur ce que montre ce film, qui est plutôt intéressant moi je voudrais quand même commencer par ça, c'est de montrer que
la guerre propre, les frappes chirurgicales, comme on nous les a présentées, n'existent pas. Et que derrière, il y a des victimes. Et parfois, et hélas souvent, il y a des victimes et des dégâts collatéraux. Et on a des victimes civiles, on a des enfants, comme c'est le cas sur ce film. Et donc, du coup, des actes particulièrement dramatiques. Donc, je pense que c'est bien de revenir là-dessus. Il n'y a pas de guerre propre. La guerre propre n'existe pas. Et donc, derrière, oui, il y a des armes. Il y a des armes qui sont fabriquées par des industriels, qui sont vendues. C'est effectivement bien de rappeler que de base, il est interdit de vendre des armes et que du coup, c'est sous des licences et que c'est l'autorisation du gouvernement pour pouvoir vendre ces armes. Donc, bien sûr qu'il y a une responsabilité de l'État qui donne ces licences et qui accepte cette vente. Pour moi, ça n'enlève pas totalement la responsabilité de l'industriel et de la manière aussi, parce qu'il y a toute cette réflexion. Bon, la procédure est en cours, mais de comment certaines pièces peuvent arriver et peuvent être vendues aussi. Donc, il y a aussi tout ce travail-là. Mais c'est sûr que derrière ça, il y a la question d'une meilleure transparence, d'une meilleure lisibilité sur comment ces licences sont accordées, comment on vend à certains pays et pas à d'autres. Et ça a été également rappelé, le fait que ça soit uniquement l'exécutif qui ait la main là-dessus et qui s'autocontrôle en même temps, c'est vrai que ce n'est pas acceptable. On sait qu'on a d'autres pays qui fonctionnent différemment et que pour l'instant, le Parlement, les parlementaires sont totalement exclus de cette décision. Alors, il y a eu quelques petites avancées avec des rapports qu'on nous transmet, mais on voit bien que dans ces rapports, on n'a pas toute la lisibilité nécessaire pour pouvoir suivre effectivement comment ces ventes se font et comment elles arrivent à leur destinataire. Alors, vous avez prononcé 2 mots importants, la transparence, le contrôle. On va évidemment revenir sur ces sujets-là. On va aussi entendre Hervé Grandjean du ministère des Armées. Peut-être un mot de complément sur cette question de la responsabilité du politique. Avant cela, Aymeric Elouin, rapidement. Oui, juste pour compléter, l'autorisation qui est donnée par le gouvernement, effectivement, est une dérogation au principe de prohibition. C'est une autorisation administrative. Ce qui se passe, qu'il faut bien comprendre, c'est que la licence qui est délivrée par l'État n'exonère pas l'entreprise du respect du droit international des droits de l'homme ou du droit international humanitaire. C'est un fait, c'est reconnu au plan international d'un point de vue juridique. Les entreprises ont une responsabilité qui est la leur. L'autorisation donnée par le gouvernement ne les absout pas, ne les exonère pas de leur responsabilité lorsqu'elles vendent des armes et de l'utilisation qui en est faite. Alors Hervé Grandjean, on est vraiment curieux d'entendre le regard du ministère des Armées sur cette affaire précise dans laquelle une entreprise française est mise en cause par la justice française pour des faits qui se sont déroulés sur un théâtre étranger. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que les licences, elles sont accordées au millimètre, à l'issue d'une instruction qui est extrêmement minutieuse et qui sollicite beaucoup de services de l'État. Et donc, c'est des questions sur lesquelles il faut être très précis. L'affaire dont il est question dans le documentaire que vous avez présenté juste avant, c'est la question d'exportation de composants électroniques d'usage assez courant qui peuvent avoir en réalité plusieurs usages. Je ne le sais pas, mais je devine assez aisément que les composants électroniques dont il est question dans ce documentaire peuvent très bien servir à l'Iron Dome, qui est le système de défense aérienne d'Israël contre les attaques de roquettes. Et donc, quand on accorde une licence, on essaye d'estimer les usages qui seront faits de cet armement ou de son composant, mais ce n'est pas toujours possible d'en spécifier très précisément les usages. Et ensuite, il y a un principe, c'est le principe de la souveraineté des États qui acquièrent des armements. Juste sur l'affaire judiciaire sur laquelle, évidemment, on ne peut pas se prononcer, cette affaire, elle avait été classée sans suite en 2018 par le parquet de Paris. Donc, il y a un appel qui a été déposé, donc qui est en cours d'instruction. Mais je constate que cette affaire a été classée sans suite en première instance. Peut-être un mot, Aymeric Elouin. Non, il me semble qu'il y a bien une instruction qui est en cours. Le TGI de Paris est en charge. C'est ce que montre d'ailleurs le documentaire. Après, j'imagine qu'on va rediscuter sur le fait du caractère millimétré des décisions d'exportation, mais je suis étonné quand même d'apprendre qu'on ne sait pas nécessairement l'usage qui est fait des armes ou des composants que l'on vend, quoi. Alors, on ne va pas encore une fois faire l'enquête ici. Ce qui est important pour nous, c'est discuter des principes, de la légitimité à porter plainte dans ce cas précis. Alors c'est une décision de justice. Si la justice décide que cette plainte est recevable, elle enquête. Mais il y a quand même une question de principe. Est-ce que vous comprenez, Aymeric Elouin, qu'on puisse trouver les raisons avancées par les avocats peut-être un peu spécieuses? Je ne pense pas du tout. Il y a une scène possible de crime de guerre. On a une famille
dont l'habitation, certes située sur un théâtre de conflit, a été frappée par les Israéliens au moyen d'un missile, alors qu'il n'y avait pas de cible militaire présente sur zone. Donc on est dans le cas d'une frappe contraire au droit international humanitaire. Des civils ont été pris délibérément pour cible. Donc il est normal de chercher des responsabilités. Et d'ailleurs, à l'époque, la commission d'enquête des Nations Unies qui avait enquêté sur les suites de l'affaire Banlieue Protectrice avait enquêté sur ce cas de la famille Chouebar. Je rappelle que ce n'est pas un cas désincarné. Il y a 3 enfants qui ont perdu la vie et 2 enfants qui ont été blessés avec des suites traumatiques importantes. Je crois qu'il est important de rappeler les responsabilités à la fois des industriels et de l'État. Jean-Dominique Merchet, on insiste beaucoup depuis tout à l'heure sur le caractère inédit de cette enquête. Est-ce que ailleurs dans le monde, à votre connaissance, ce type d'enquête est possible? Est-ce qu'il y en a déjà eu? Oui, il y en a dans d'autres pays européens, en Allemagne, en Suède, dans les pays nordiques, bien sûr. Il y a aux États-Unis même, je crois, il y a des enquêtes de ce genre. On voit bien que c'est un objet politique extrêmement sensible, cette question des exportations d'armement, des ventes d'armes. Mon opinion, si je puis l'exprimer, c'est que c'est une forme. Les ventes d'armes, pour un pays comme la France en tout cas, sont un mal nécessaire. Et dans mal nécessaire, il y a mal aussi. Il y a nécessaire sans doute, mais il y a mal. C'est pas bien. C'est pas bien de voir des choses comme ça. Voilà. Sur cette expression, voilà, les ventes d'armes, un mal nécessaire. Peut-être une réaction? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que quand on vend des armes, on sait que c'est fait pour tuer. Donc ça, faut quand même l'avoir en tête. C'est fait dans le cadre de guerre et donc c'est jamais forcément pour un bien. Je veux dire, une guerre n'est jamais très positive. Par contre, oui, on sait que ça peut être nécessaire, hélas. Par contre, c'est justement comment on doit être très vigilant et comment on doit être, je dirais, plus que vigilant sur la manière et comment un pays démocratique comme la France doit faire en sorte que on vende ses armes et qu'on prenne toutes les précautions. Je reprends d'ailleurs, je crois que c'est mis dans le film, ce que disait Florence Parly, on parle des armes comme des baguettes de pain. Tout à fait, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du commerce classique et donc il doit y avoir cette réglementation. Et ce qu'on constate, et ce qu'ont constaté plusieurs missions d'information parlementaire, que ce soit en 2000 ou en 2020, mais la dernière avec les députés Maire et Tabarot, si je relis ce qu'il disait, dans notre pays, l'exécutif est juge et partie de la qualité du processus d'examen des demandes de licence, notamment quant à l'examen rigoureux du respect du droit humanitaire international. Cette situation n'est pas à la hauteur d'une démocratie mature organisant un contrôle de l'action publique. Donc on voit bien que ce n'est pas nouveau et que les différentes missions d'information ont bien pointé justement, je dirais, la manière quelque peu légère dont notre démocratie s'exprime pour accorder ces licences en matière de vente d'armes. Alors on va en parler vraiment des ventes d'armes en France, de ce qu'elles représentent pour un pays comme le nôtre, y compris non seulement sur le plan économique mais aussi de son influence à travers le monde et sur les grands conflits dans le monde. Vous signaliez à l'instant, Guillaume Gontard, cette phrase qu'on entend effectivement dans le film, on ne vend pas des armes comme on vend des baguettes. C'est Florence Parly, la ministre des Armées, qui le dit. Sur le plan du droit, on l'a bien compris, c'est évident, ça vous l'avez bien expliqué. Sur le plan du commerce et de la manière de vendre, peut-être un peu moins évident. Il y a cet extrait assez surprenant dans le film. Je voudrais qu'on le regarde et puis je vous demanderai ensuite un commentaire. À Paris, tous les 2 ans, le salon Eurosatori est la vitrine de cette industrie florissante. Un rendez-vous incontournable pour les vendeurs et les acheteurs venus du monde entier. En juin 2018, parmi les exposants, la société Excelia vante son savoir-faire et ses produits stars. Alors, chez Excelia, nous avons une division qui est une GBU qui s'appelle électromécanique, dans lequel on fait des produits qui sont des bijoux technologiques de la haute couture et qui nécessitent un savoir-faire et une connaissance très précise. C'est un commerce, le commerce des armes, ça représente beaucoup d'argent dans notre économie. Il faut peut-être s'arrêter un tout petit peu sur ce point, sur ce que représente ce secteur, notamment en termes donc de puissance et d'emploi. Jean-Dominique Merchet, ça pèse dans notre économie autour de, en termes, les exports, les exportations, autour de quoi ça se chiffre en plusieurs milliards. Écoutez, en général, on exporte pour
environ 8 milliards d'euros par an. Un peu moins l'an dernier, c'est Alors ça ? un peu moins l'an dernier, mais c'était une année tellement particulière, à cause de l'épidémie de Covid. En général, 8 milliards. Il faut bien voir que dans un pays désindustrialisé comme la France, dont la balance commerciale est déficitaire structurellement, dont l'industrie se porte mal, le secteur de l'armement est un des rares secteurs français qui se porte bien. Donc c'est quand même un élément à prendre en compte dans le contexte. Ça représente des emplois, ça représente des investissements importants, mais je pense que la dimension économique, au sens de ce que ça rapporte en termes d'emploi ou pour le commerce extérieur, n'est pas la question essentielle. La question essentielle, encore une fois, c'est une question politique. Si l'on veut maintenir un minimum d'autonomie stratégique technique, c'est-à-dire la capacité des Français et des Européens à assurer par eux-mêmes leur défense, et non pas à s'en remettre totalement, par exemple, aux États-Unis, vu la taille de notre pays, nous n'avons pas d'autre choix que d'exporter. Nous n'avons pas un marché intérieur suffisant pour absorber, comme les Américains peuvent l'avoir. Ils exportent, c'est leur surplus qu'ils exportent. Nous, si on n'exporte pas, notre modèle économique ne fonctionne pas. Ça signifie quelque chose de simple. Si notre modèle économique ne fonctionne pas, ou à des coûts démesurés, ça veut dire qu'on perd notre autonomie technique. Et en perdant notre autonomie technologique, on perd notre autonomie politique. Donc c'est ça l'enjeu. C'est pas 50 000 emplois ici ou là. C'est vraiment la capacité de la France à continuer, et de l'Europe, à continuer à peser de manière autonome dans les affaires mondiales et sur sa propre sécurité. Et Hervé Grandjean, là-dessus, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-Dominique Merchet sur le fait que, avant d'être une question économique, c'est la vente d'armes pour la France est une question politique? Ça peut paraître paradoxal, mais les exportations d'armement, c'est une condition de notre souveraineté. Jean-Dominique Merchet l'a assez bien décrit. On a 200 000 emplois dans notre industrie de défense en France, des dizaines de milliers d'emplois qualifiés. Et effectivement, cette industrie de défense, elle marche sur deux jambes. Il y a la jambe qui est les commandes nationales, c'est à peu près 10 milliards d'euros chaque année qu'on injecte dans l'économie de défense pour construire des sous-marins, des avions de chasse, des chars, etc. Et il y a à peu près 10 milliards, ça dépend des années, d'exportation. Et nos bureaux d'études, nos chaînes de production sont dimensionnées et ne peuvent tenir debout que si elles marchent sur les deux jambes. Et si la jambe export devait s'arrêter, eh bien, il n'y aurait plus de jambe nationale non plus. On a en France un modèle d'armée complet. On veut intervenir dans tous les segments du combat moderne, et donc on a besoin, quelque part, c'est assez trivial, mais d'amortir les coûts de développement, d'amortir les frais fixes des usines d'armement en vendant à l'exportation. Sur ce sujet, Aymeric Helluin, chez Amnesty International, en France, cet argument de la souveraineté, du fait que pour pouvoir assurer sa propre sécurité, on peut avoir besoin de vendre des armes pour assurer son autonomie stratégique, vous l'entendez cet argument ? Alors oui, c'est un argument que nous entendons et nous essayons évidemment de le comprendre. Mais il faut comprendre qui est Amnesty International. Amnesty International France est une ONG qui ne travaille pas sur ce type d'enjeu de souveraineté au sens recherche d'indépendance, emploi. L'ADN d'Amnesty International, c'est la défense et la promotion des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Donc, moi, ce que je vois essentiellement, et ça vaut depuis les années 70, quand on parle d'industrie de l'armement, d'exportation, on met en avant effectivement les questions économiques, les questions d'indépendance, etc. Mais c'est tellement mis en avant qu'on ne peut plus finalement ensuite avoir un débat construit sur comment on exporte et à qui. Parce que le cœur du sujet, finalement, c'est à qui on exporte et pourquoi faire. Amnesty International, nous n'avons pas de position de principe sur le commerce des armes, je le rappelle. Nous dénonçons les transferts d'armes que nous considérons comme irresponsables, voire illégaux au regard du droit international. Et c'est pas pour rien que nous avons saisi le bureau de la procureure de la Cour pénale internationale en décembre 2019, à l'initiative d'une autre ONG basée en Allemagne, pour travailler sur l'éventuelle responsabilité d'industriels européens, de représentants d'industriels européens et de représentants dans les gouvernements européens, notamment en France, qui ont contribué à favoriser des exportations vers l'Arabie Saoudite ou les Émirats engagés dans le conflit au Yémen. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en parallèle et de faire se rejoindre les deux sujets.
l'intérêt économique et le respect du droit international. Ces deux questions, à un moment ou à un autre, se rencontrent. C'est pas soit l'un ou l'autre. On n'est pas nécessairement à un moment dans une contradiction. Il faut à un moment choisir. Le droit international est très clair. Sous le traité sur le commerce des armes, la position commune de l'Union européenne, vous n'exportez pas d'armes, pour faire simple, s'il existe un risque que ces armes puissent servir à commettre des violations graves du droit international des droits de l'homme ou humanitaire. Une réaction, Hervé Grandjean ? Il y a effectivement l'aspect de souveraineté économique dont on a parlé juste avant, mais la première raison pour laquelle on vend des armements, c'est accompagner des États qui sont des partenaires. Vous avez cité, parce que ce sont souvent les pays qu'on met en exergue dans ces débats, les pays du Golfe arabo-persique, mais l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis sont, même si certains ne veulent pas l'entendre, des partenaires qui luttent contre Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui sont ceux qui étaient à l'origine des attentats de Charlie Hebdo. Ce sont précisément l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Combien de ressortissants avons-nous dans le Golfe arabo-persique ? Nous en avons 30 000. Ces gens-là, ils sont aussi sécurisés par le fait qu'il y ait une coopération d'armement avec ce pays. Et enfin, nul besoin de vous rappeler qu'à peu près 30% de notre approvisionnement en énergie transite par le détroit d'Ormuz et que nous avons un intérêt objectif à ce que l'Iran n'ait pas le contrôle du détroit d'Ormuz et que les autres pays du Golfe arabo-persique puissent maintenir leur souveraineté dans leurs eaux territoriales. Il y a aussi des régions géopolitiques très profondes qui justifient ce commerce des armements. Jean-Dominique Perchet. Oui, c'est une question importante qu'Hervé Grandjean vient de soulever, mais je pense qu'on peut la critiquer, cette position, parce que on comprend plus très bien ce qui est la priorité aujourd'hui en France. Est-ce que la priorité, elle est géopolitique, c'est-à-dire d'avoir des choix géopolitiques, par exemple d'hostilité à l'Iran, et donc de soutenir des États hostiles à l'Iran ? Et on aide ou à la Chine, par exemple en soutenant l'Australie, ou est-ce que c'est parce que nous vendons des armes à ces pays et que ces pays nous demandent d'un soutien politique, qui est une condition pour qu'ils achètent nos armes. Le client est roi aussi en matière d'armement. On ne comprend pas bien quel est le degré d'autonomie de décision de la France à ce niveau-là. Est-ce que d'abord la priorité elle est géopolitique, elle nous entraîne à faire du commerce, ou est-ce qu'elle est d'abord commerciale, ce qui à mon avis est légitime. Elle est d'abord commerciale et ce commerce nous entraîne à des alliances politiques qui nous emmènent parfois dans des conflits dans lesquels on n'a rien à faire. C'est un vrai sujet qui doit être débattu, notamment au Parlement, je pense, mais aussi dans les médias, dans l'opinion, avec les ONG, avec tout le monde, parce que c'est la politique de la France qui est en jeu dans une affaire comme ça. Un complément rapide d'Hervé Grandjean, puis ensuite on se tournera vers notre sénateur, parce qu'effectivement la question du contrôle, de la transparence dont on parle, c'est des questions très importantes et on va un peu approfondir. Hervé Grandjean d'abord. Juste pour donner un exemple, les Émirats arabes unis. Nous avons aux Émirats arabes unis une base navale où de nombreux bâtiments de la Marine nationale font escale. Nous avons une base aérienne depuis laquelle décollent à peu près chaque jour 3 ou 4 rafales qui vont frapper Daesh en Syrie et en Irak. Donc on voit bien que nous avons besoin également de ces points d'appui que peuvent constituer les pays avec lesquels nous commerçons. Et donc la priorité, c'est d'abord une alliance géopolitique et géostratégique. Alors on a bien compris, il y a des enjeux stratégiques, il y a des enjeux de souveraineté, des enjeux commerciaux, des enjeux industriels, tout ça s'entremêle, c'est très complexe, mais tout ça se fait dans un état de droit qui respecte des règles. Il y a des mots importants qui ont été prononcés depuis le début de cette émission, la question des contrôles notamment. Sur ce sujet, je voudrais qu'on approfondisse avec vous, Guillaume Gontard. On sentait bien tout à l'heure dans votre première intervention que c'est peut-être là que le bât blesse en France. Il y a un problème, selon vous, de contrôle et notamment de contrôle du Parlement sur la question des ventes d'armes. Oui, c'est bien là toute la problématique. Bien sûr qu'il y a une industrie de l'arme, c'était rappelé, que ça concerne plus de 200 000 emplois directs et indirects. Je veux dire, on ne reviendra pas là. D'un autre côté, le fait qu'il y ait une industrie d'armes florissante, c'est pas une bonne santé, ça marque pas une bonne santé de la planète. Mais même si on se met dans cet aspect-là et dans l'aspect commercial, ce que je vois et les différents rapports, c'est notamment la réticence des banques à investir dans l'industrie de la défense. Pourquoi ? Justement parce que il y a ce risque lié justement à un contrôle insuffisant et à un manque de transparence. Donc on a tout intérêt, même les industriels ont intérêt à ce qu'il y ait une meilleure clarté, une meilleure visibilité entre les décisions des exécutifs, entre ce que peut faire le Parlement et qu'on comprenne très bien. Comme parlementaire, oui. Vous êtes informé chaque année sur cette question des ventes d'armes. Il y a un contrôle réel du Parlement, oui ou non ?
Bah non, parce que, enfin, je veux dire, on a un rapport avec des informations, mais ces informations, justement, qui ne nous permettent pas d'avoir un suivi, par exemple, sur où jusqu'où va l'armement et comment il est vendu. Il y a 3 choses sur lesquelles il faut revenir. C'est pas de vente à des États autoritaires et répressifs. Il y a le respect, ça a été rappelé, des engagements internationaux. Ça, c'est des choses qui doivent être très claires. Et puis, il y a un sujet européen, moi, qui me paraît indispensable, sur la question de l'industrie européenne et d'avoir et de travailler sur un modèle commun de contrôle au niveau européen. Au niveau des Européens, on a 27 manières de contrôler, alors qu'en 2008, je crois, il y avait eu une position commune européenne avec 8 critères qui avaient été établis. La France ne respecte pas l'ensemble de ces critères, donc il y a nécessité de revenir à ça, d'avoir un contrôle commun, surtout si on veut aller vers une réflexion et une armée européenne. Il me semble que c'est très important qu'au moins on se dirige vers ça, et que bien sûr il y a aussi une ouverture vers le Parlement, mais que du coup on arrive à avoir une homogénéité dans la manière et dans ce contrôle à l'échelle européenne. Hervé Grandjean, une réaction, pas de vente aux États autoritaires et au minimum le respect des traités que la France a signés. Si on écoute Guillaume Gontard, sur ces 2 points, en tout cas, la France on aurait des choses à redire. Il est évident que les traités internationaux sont respectés, que ce soit le droit international humanitaire, le traité sur le commerce des armes. Ces choses-là sont évidemment auscultées d'extrêmement près, et c'est bien à l'aune de ces grands textes-là dont nous sommes partis que nous attribuons ou pas des licences. Il ne faudrait pas laisser penser qu'une demande industrielle se traduit nécessairement par un accord de l'exécutif en matière de licence. Il y a tous les ans des matériels qui sont refusés. Alors peut-être je peux essayer de donner quelques illustrations de matériel que nous avons refusé. L'année dernière, par exemple, nous avons refusé du matériel de maintien de l'ordre pour la police de Hong Kong. Nous avons refusé du matériel pour des forces spéciales d'un pays africain. Nous avons refusé un système d'interception de communication pour un pays d'Asie du Sud. Tous les ans, en plus du rapport qui est transmis au Parlement, généralement le 1er juin de chaque année, la ministre Florence Parly se rend devant le Parlement et répond pendant de nombreuses heures aux questions qui sont posées par les parlementaires et fait toute la transparence qui est faisable dans le respect du secret de la défense nationale et du secret des affaires. Émeric Helouin, la France respecte-t-elle vraiment, selon vous, les traités qu'elle a signés en matière de vente d'armes ? Écoutez, déjà, je crois qu'il faut être clair. Il a été dit qu'effectivement, il fallait un contrôle parlementaire. Oui, il faut un contrôle parlementaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contrôle parlementaire aujourd'hui institutionnalisé et permanent, comme le proposent les députés Jacques Mézard et Michel Tabarot dans leur rapport de novembre 2020. Ça n'existe pas. La transparence, elle est insuffisante. Florence Parly n'est pas auditionnée pendant des heures, elle est auditionnée pendant un certain nombre d'heures sur le sujet. Et je pense, et c'est indubitable, aujourd'hui on doit avoir ce contrôle parlementaire, parce que lorsque j'entends ce que dit M. Hervé Grandjean sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, où on prend en compte essentiellement les intérêts géopolitiques, le positionnement de nos forces, et qu'on ne prend pas en compte la pratique de la guerre de la coalition militaire engagée au Yémen, cela pose un vrai souci en termes de volonté de montrer que l'on respecte le droit international et le traité sur le commerce des armes. Le Yémen, c'est des milliers de frappes aériennes. Il y en a eu plus de 23 000 en décembre 2020. Ce sont des hôpitaux, des écoles qui sont visés, des mosquées, des champs. Attendez, c'est important de retenir, c'est que sur le conflit au Yémen, il y a une tactique délibérée qui a été mise en place de frappes indiscriminées et disproportionnées consistant à viser des civils. Donc si on veut un vrai débat aujourd'hui sur la transparence et le contrôle, il faut clairement s'en donner les moyens. Pourquoi ? Parce que sinon, nous serons toujours confrontés à une vision en France où on a d'un côté une parole qui est celle des ONG, celle du ministère des Armées, et aucun endroit où on se retrouve, où on puisse discuter et débattre. Quand j'entends les refus qui sont, dont M. Hervé Grandjean a parlé, à titre d'exemple, pourquoi ces refus ne figurent pas dans le rapport au Parlement ? Pourquoi ils ne sont pas listés ? Dans le rapport au Parlement, on a 19 refus qui sont exprimés pour cette année. L'année dernière, mais sans explication. Un mot peut-être, une réponse rapide d'Hervé Grandjean sur ce sujet précis. Pourquoi certaines choses ne figurent pas dans le rapport qui a été fourni aux parlementaires ? Vous voyez, je viens de vous donner ces informations-là de manière publique. Donc il n'y a pas la rétention d'informations outrancière que vous semblez attribuer au ministère des Armées. Ce qu'il faut ajouter, en plus de ces 19 refus de licence, c'est qu'il y a l'immensité des refus qui est en fait de l'autocensure. C'est-à-dire qu'avant de demander une autorisation d'exportation, les industriels parlent avec l'État et nous les décourageons sur beaucoup d'idées qu'ils pourraient avoir
part pour vendre du matériel à tel ou tel pays. Donc le chiffre, en fait, il est beaucoup, beaucoup plus massif parce qu'il y a une discussion en amont. Sur ces questions-là, Jean-Dominique Merchet. Bon, il faut à l'évidence améliorer le contrôle, et notamment le contrôle, pas simplement l'information des assemblées, des assemblées parlementaires en français. Ça me semble absolument évident. Et d'ailleurs, c'est possible parce que pendant des années, autour d'un autre sujet qu'on considérait comme tabou, on ne pouvait pas en parler, le renseignement. Pendant des années, on a dit « Oh non, il ne faut pas du tout que le renseignement, que les parlementaires s'occupent du renseignement. » Et puis, ça a progressé, et aujourd'hui, comme ça a été... absolument. Donc, on peut le faire. Si on l'a fait pour le renseignement, qui est un dossier ô combien sensible, on peut le faire pour les exportations d'armement. Cela dit, Hervé Grandjean a prononcé un mot qui est un mot important dans cette affaire, celui du secret des affaires. Je rappelle qu'il s'agit de contrats commerciaux. Et le client, encore une fois, est roi. Mais enfin, encore une fois, les sénateurs ou les députés sont capables de tenir un secret. Il y a le secret de la défense nationale et puis il y a le secret des affaires. Vous avez des clients qui n'ont pas envie de dire qu'ils achètent telle ou telle chose. C'est du commerce. Donc on est obligé d'en tenir compte. C'est compliqué, mais il faut, comme l'a très bien dit, il faut qu'il y ait un endroit où on puisse discuter de ça. Et ça n'existe pas. Donc le Parlement, ça devrait servir à ça. Et il y a des secrets évidents. Il faut savoir gérer ça, mais il faut qu'on en discute. Sur ce sujet, Guillaume Gontard, depuis tout à l'heure, on dit information, contrôle. Question peut-être un peu naïve, mais vraiment, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait un contrôle effectif au niveau du Sénat, notamment ? Tout simplement, et il suffit je disais, de relire les rapports parlementaires et ce qui avait été proposé. Mais c'est en fait sur les rapports qui nous sont rendus actuellement, on voit bien que les statistiques qui sont fournies, elles restent largement insuffisantes. Et Hervé Grandjean, quand il explique et qu'il dit voilà, je vous dis tout, il montre bien qu'on a cette nécessité de savoir et qu'en plus, s'il n'y a rien à cacher, autant que cet espace justement parlementaire serve à ça. Par exemple, quels sont les types de matériel de guerre livrés, la type et la quantité, on ne l'a pas dans ces rapports. À quel destinataire ou utilisateur final, on ne le sait pas non plus. Pour quelle utilisation finale, ce n'est pas non plus indiqué. Si on n'a pas ces éléments-là, comment, du coup, on peut juger que, justement, la France applique bien les règles à l'exportation, qu'elle est bien dans les règles acceptées dans les engagements internationaux? Si on n'a pas ces éléments-là, comment le Parlement peut juger de ça? Et là, actuellement, c'est juste entre exécutif et exécutif, puisque c'est sous la tutelle du Premier ministre, et donc il n'y a pas ce contrôle. Et moi, je pense que ça soit le gouvernement, que ça soit les industriels, tout le monde aurait intérêt justement à ouvrir ce contrôle, à permettre ce contrôle parlementaire, justement pour clarifier les choses. Et puis je reviens aussi sur l'échelle européenne, parce que moi ça me paraît important, que la France soit le modèle, et pour l'instant on est loin de là parmi les 27, pour montrer justement, et pour montrer justement ce modèle de fonctionnement en matière de transparence sur la vente d'armes, et qui est d'ailleurs un préalable si on veut réellement construire un fonctionnement à l'échelle européenne. Alors, je voudrais qu'on termine là-dessus. Jean-Dominique Merchet, les industriels, ça a été dit à l'instant, je voudrais avoir votre avis là-dessus, auraient presque intérêt, en tout cas n'auraient rien à perdre à ce qu'il y ait un contrôle plus strict de la part des sénateurs et des députés ? Ça dépend des dossiers. Vous avez des dossiers où ils n'ont manifestement pas intérêt. Mais globalement, ça légitime les ventes d'armes. Parce qu'on entend souvent en fait cet argument cynique ou réaliste, en respectant le droit scrupuleusement, les règles de l'état de droit, finalement on s'affaiblit par rapport à des pays qui n'ont pas nos scrupules. Oui, mais on n'est pas obligé de se comparer au pire. On peut aussi se comparer au meilleur. Et donc, effectivement, ça pourrait... Et d'une certaine manière, on y sera un peu obligé dans la mesure où beaucoup de programmes d'armement, les grands programmes d'armement du futur se font en coopération internationale. Et donc, on sera obligé de trouver des terrains d'entente avec nos grands partenaires, notamment les Allemands, sur la manière dont on exportera nos futurs matériels. Or, les Allemands sont une vraie démocratie parlementaire dans laquelle leur parlement joue un rôle beaucoup plus important que chez nous, et il faudra donc qu'on trouve des compromis. Oui, les industriels, mais on a dit ça, je reviens à la comparaison avec les services, avec le contrôle du renseignement. Pendant des années, on a dit, ah oui, mais les services de renseignement ne veulent absolument pas qu'on se mêle de leurs affaires. Mais pas du tout. Ils ont au contraire trouvé dans le contrôle parlementaire une forme de légitimité qui leur manquait. Et on peut imaginer ça dans le domaine des exportations d'armement. Certains en souffriront, la majorité bénéficieront en termes d'image, de respect, et
de démocratie. Et je vous donne la parole, Hervé Grandjean, pour conclure très rapidement. Au niveau européen, quand un pays refuse, il le fait savoir aux autres pays européens qui généralement appliquent la même jurisprudence. Donc il y a de plus en plus une uniformité des décisions qui sont prises à l'échelle européenne. Ensuite, pour rebondir sur la question du renseignement, il est éminemment légitime que le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Néanmoins, au terme de la Constitution, la politique de défense et la politique des affaires étrangères ressort principalement du pouvoir exécutif. Merci beaucoup. Ce débat, évidemment, n'est pas épuisé, mais notre temps, pour le coup, notre temps imparti l'est. Merci à tous les quatre d'avoir éclairé ce débat. Je vais renvoyer quand même au rapport annuel sur les exportations d'armement de la France qui a été remis la semaine dernière au Parlement. On en a beaucoup parlé dans l'émission. Il est consultable sur le site du ministère des Armées. Le lien, nous vous le mettrons sur la page d'accueil de l'émission. Merci à chacun et à chacune de nous avoir suivis et à très bientôt sur Public Sénat.